À Marseille, dans le 10e arrondissement, les habitants, accablés par les actes de délinquance dans les parkings, organisent désormais la surveillance de leur résidence. Il est 23h. On va faire le tour là où il y a de la casse. Ce sont de simples citoyens qui, toutes les nuits, deviennent des agents de sécurité. Là, on regarde s'il y a des gens qui se cachent ici. Voilà, et on regarde qu'est-ce qu'ils font. Vous voyez par exemple ici, il y a des extincteurs. Avec les extincteurs, ils cassent les voitures, ils cassent les vitres. Depuis 6 mois, leurs parkings sont la cible de vandalisme et de vol. Alors ils font des rondes. Malheureusement, c'est devenu notre quotidien. C'est pas une vie. On est abandonné par l'État. Plusieurs fois alertés, la police n'aurait pas pris la mesure du problème selon eux. Alors ils se débrouillent et portent même un brassard sécurité. On l'a acheté en fait sur le site chinois. C'est pas légal, mais on n'a pas le choix en fait. Quand ils viennent les voleurs, ils disent voilà, peut-être qu'il y a la sécurité dedans, ils ne savent pas que c'est des gens du quartier. Après 1 heure à l'extérieur, il reste le parking d'une des résidences à inspecter. On va passer par là. Ouais. Il vérifie le moindre recoin. Prêt à intervenir à chaque instant. À tout moment, on va tomber sur un voleur. Voilà. Il ne va pas vouloir se défendre, ce voleur. Il ne va pas vouloir s'enfuir. Qui c'est qui va l'arrêter? Ça va être la police qui n'est pas présente? Non, ça va être nous. Parce qu'on le sait bien en fait, le voleur, s'il est là pour voler, il est capable de tuer, il est capable de faire n'importe quoi. Et si ça sort des armes, ben, on va prendre ce qu'il y a sous la main. Il y a des extincteurs par terre. Vous savez, un extincteur, il fait aussi mal qu'un coup de couteau. Voilà. Donc on se défendra comme il faut, on se défendra. Et quand Cédric et les autres vont se coucher, Allez, bonne soirée. Zachary, un autre voisin, va prendre le relais. Là, je viens de finir le travail, il est 2h30 passé. HS. Vous pouvez entrer. Il lui arrive de travailler tard. Et en rentrant, malgré la fatigue, il prend sa trottinette pour rejoindre le parking. Et c'est parti. Là, je vais faire mon tour. Le père de famille est seul. Il redoute que la confrontation dérape. Je pense que toute la colère, je vais la déverser. C'est comment ça va se finir, je sais pas. Mais toute la colère, là, toutes les fois où on m'a cassé le camion, je sais pas si je pourrais appeler la police, je pense pas. Bien sûr que j'ai peur, bien sûr. J'ai une vie de famille, j'ai pas envie que mon fils grandisse sans son père, où il se dit bah tiens, mon père il est en prison parce qu'il a fracassé une personne. J'ai peur de la suite. Cette colère, c'est l'accumulation de plusieurs mois de stress et de fatigue. Le jeune homme a pourtant pris soin de choisir un quartier calme. Ici, les immeubles poussent comme des champignons, attirant des familles séduites par ces résidences confortables. Bien loin des quartiers nord, gangrénés par les trafics. Dada? Il y a 3 ans, Zachary, Marion et leur fils Nolan ont craqué pour ce 70 mètres carrés. Zach, tu veux quoi comme gâteau apéro? Ils ont même une terrasse et un spa pour les beaux jours. Ah, qu'on est bien. Est-ce que t'es bien ici? Comme eux, 300 familles se sont installées dans cette résidence flambant neuve de 8 étages, avec parking souterrain. Oui, c'est le rêve, en effet, mais... Ça l'était, ça l'était. Ça l'était avant qu'on vienne vandaliser, salir, abîmer, casser. Allez, on rentre. Les vols et la délinquance ravagent le quartier, faisant vivre un enfer aux habitants. Il pleure pour ce quartier. T'imagines? Chaque matin,
Zachary part travailler la boule au ventre. L'angoisse. Il est réparateur de frigos industriels. Sa camionnette, c'est son outil de travail. Est-ce qu'il est cassé? Sauf qu'il ne sait jamais dans quel état il va la retrouver. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas cassé. Zachary s'est fait fracturer son véhicule 3 fois en 2 ans. Le matin, je me retrouve face à ça. Donc, le camion cassé, mais en même temps, je ne peux pas emmener le petit chez la nounou. Je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai mis un petit bout de carton, le chauffage à fond pour pas qu'il attrape froid. Et là, j'avais plus rien. C'est énorme. Ça représente en moins 10 000 euros pour la société. Le patron, ça lui coûte cher. Je ne sais pas comment ça va se finir. Le patron, à un moment donné, il va me dire je t'achète plus rien. Voilà. Je vais changer de métier peut-être. Voilà. À plusieurs reprises, il a porté plainte au commissariat. Mais ça n'a rien changé. On est délaissé complètement, que ce soit le maire ou les élus. Mais vraiment, on est à l'abandon. Les policiers, ils ne peuvent rien faire. Qui nous défend? Je pense qu'on va faire justice de nous-mêmes. Si Zachary tient ce discours, c'est que le phénomène prend des proportions alarmantes. Au moins un gang se sert même des parkings des résidences comme d'un libre-service de pièces automobiles. Cédric, un voisin, est devenu le porte-parole de la colère des habitants. Désormais, les victimes ont pris l'habitude de l'alerter en cas de pillage. Comme Armelle. Tu vas bien? Ça va? Encore traumatisée par l'état dans lequel elle a retrouvé sa Twingo 2 mois plus tôt. Voilà comment je l'ai retrouvée. Il n'y a plus de capot. La portière qui est partie aussi. Ouais. Et je peux même pas t'imaginer la sensation. Je me suis liquéfiée sur place. Je peux même pas te le dire. J'en aurais pleuré presque. Regarde. Voilà. Il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce qui va arriver à nos résidents ici si ça continue comme ça? C'est pas tolérable. Cédric est préoccupé par la facilité avec laquelle les voleurs entrent dans le parking. Apparemment, ils ont trouvé la faille. Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce portail? Ce portail tombe en panne au moins 1 fois par mois. Et ce n'est pas le fruit du hasard. En fait, il coupe les câbles. D'accord. Donc, ce qui fait que votre porte, elle va rester ouverte. Tous les 15 jours, à peu près, je change des câbles. Alors, si c'est pas sur celle-là, c'est sur celle de l'autre côté. Si c'est pas de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Et ils savent que le temps qu'ils fassent la coupure de câble, le temps que nous, on fasse le devis, le temps que vous l'accordiez, le temps qu'on vienne faire les travaux, va s'écouler minimum 1 semaine. Et là, ils savent que pendant 1 semaine, c'est la porte ouverte. C'est accès libre. Donc, la dame, voilà. Je pense que... Bonjour. Bonjour. Voilà, Vous avez été visiter? Ouais, là, c'était la semaine dernière et j'ai encore pas réparé, non, ouais. Oh, moi, c'est déjà la 2e fois que je me suis fait voler mes 4 phares. Ça fait combien de temps que vous habitez là? Depuis septembre. Ça faisait 1 semaine que j'étais là que je me suis fait voler mes 4 phares, ouais. Depuis que leur parking se transforme en source d'approvisionnement illégal de pièces détachées, les habitants doivent en plus se battre avec les assurances, devenues méfiantes. Benoît, un autre voisin, Bonjour. vient récupérer sa voiture chez le garagiste. Venez, comment on va déjà aller la voir. Elle aussi décortiquée dans son parking, et ce pour la 3e fois en seulement 7 mois. Ils ont principalement volé les 2 phares avant. Ils ont essayé de tout dégager, ils ont tiré le capot, ils ont tordu les ailes pour vraiment dégager les optiques le plus rapidement possible. Voilà. Il faut s'y connaître pour faire quelque chose comme ça. Les pièces seraient revendues au marché noir. Il en a pour 4 300 € de réparation. Et cette fois, l'assurance hésite à rembourser. Pour l'instant, le dossier est bloqué et j'ai des clients qui, après plusieurs déclarations comme ça, se sont fait virer de l'assurance. Carrément. Parce que client à risque, donc coûtait trop cher à l'assurance, donc pas rentable, donc ils se font virer par l'assurance. On y va? On y va. Allez. La voiture est coincée au garage depuis 3 semaines. Benoît appelle l'assurance pour connaître le verdict. Votre temps d'attente est supérieur à 5 minutes.
un dégoût total. Parce que j'ai autre chose à faire que de passer ma vie au téléphone, à l'assurance, au commissariat, pour des idiots qui viennent voler des pièces de voiture en fait. Allô? Allô? Oui, merci d'avoir patienté. Finalement, Oui, c'est pris en charge. Et est-ce que vous savez si l'assurance va me garder ou pas? Pour l'instant, elle vous garde, mais il va peut-être vous demander est-ce que vous enleviez l'option vol. sans l'option vol, Benoît ne serait plus indemnisé si sa voiture était une 4e fois désossée. Finalement, le conseil de l'assurance. Les Seat Leon, c'est des véhicules à risque, c'est des véhicules très recherchés pour certaines pièces. Je vous conseille plus de la vendre. Avec tous ces sinistres dans sa résidence, Benoît a compris qu'il était en sursis chez son assureur. Je suis dégoûté parce que c'était entre autres ma première voiture à moi, quoi. Donc je m'étais fait un plaisir et le plaisir, du coup, il va être enlevé. Révoltés, Benoît, Cédric, Zachary et d'autres voisins ont décidé de passer à l'action, quitte à sacrifier leur vie personnelle. Et cela va porter ses fruits. Si à Marseille, les dégâts sont matériels, ailleurs, d'autres situations mettent en danger nos enfants, très exposés sur les réseaux sociaux. Certains se font aborder par des pédophiles. Faute de poursuites judiciaires, des parents se mobilisent. Dans le Rhône, Neila est la cofondatrice d'un collectif de citoyens qui s'est investi d'une mission: traquer les pédophiles sur Internet. Pour protéger son identité, elle n'enlèvera jamais son masque, car elle dit recevoir des menaces. Alors qu'elle fait ses courses, la jeune femme de 36 ans n'a pas une minute à elle, en permanence interrompue par des messages obscènes. Ah bah tiens, un instant, je veux que tu me lèches le cul. Voilà, donc là je suis en train de faire mes courses et après 2 bons jours, il veut que je lui lèche le cul, quoi. Voilà. Elle reçoit souvent ce genre de notifications. Elle a créé un faux profil d'enfant, Stella, 13 ans, sur les réseaux sociaux. Donc là, voilà, je mets mon nom, mon prénom, je dis que je suis en classe de 6e, je nomme le nom du collège, vraiment pour que tout soit vrai et crédible. Je fais ce que n'importe quel enfant fait sur les réseaux sociaux. Son objectif, piéger les pédocriminels qui pourraient la contacter pour les livrer à la justice. Neila n'en revient toujours pas du nombre de sollicitations qu'elle reçoit. C'est incroyable. Une fois que vous avez mis votre enfant virtuel en ligne, vous pouvez vous retrouver en l'espace de 2-3 jours avec une 50aine de demandes d'amis. Là, actuellement, j'ai 450 amis en attente d'être acceptés. Des demandes d'amis, des hommes essentiellement. Alors face à ce déferlement, lui, il lui envoie sa queue et après, ça part de cuisine, quoi. Pour pouvoir monter des dossiers recevables devant la justice, la jeune femme se plie à des règles strictes mises en place par le collectif, avec l'aide d'un avocat. Par exemple, ce n'est jamais elle qui prend contact en premier avec les prédateurs sexuels. Elle doit aussi faire très attention à ses propos. Comme ici, où un individu de 37 ans se montre très insistant. Oui bébé, t'as oublié de dire un truc avant. Quoi? De dire mon bébé à moi. La jeune femme refuse. Mais t'es pas mon bébé. Si. Je vais pas dire oui mon bébé, sinon c'est de l'incitation. En cas de procès, le pédocriminel présumé pourrait accuser Neila de l'avoir encouragée à tenir ses propos. Elle doit faire très attention au vocabulaire qu'elle emploie. Alors cette fois encore, elle ferme la discussion comme le ferait un enfant. Je dois déco, ma mère m'appelle pour manger. Comme ça, moi, j'ai plus de contact avec lui. On attend qu'il redescende, qu'il se calme. Et parce que là, disons que j'ai plus d'arguments, en fait. Donc, c'est très compliqué à répondre. Faut réfléchir. C'est pas un jeu. Depuis qu'elle a commencé sa traque, Neila n'a plus beaucoup de temps libre. Femme de ménage, elle a même divisé ses heures de travail et sa rémunération par 2. Des sacrifices qu'elle accepte de faire, car elle a été victime d'attouchements sexuels durant son enfance. Ça a réveillé une souffrance que j'avais. Et c'est une souffrance qui était complètement mise de côté par mon inconscient. Et donc, j'ai pu
me rappeler de chaque moment, de chaque doigt posé sur moi, de cet homme qui venait me caresser le soir. Et disons que toutes les victimes s'enferment dans ce silence tout en l'acceptant, comme si elle le consentait, alors que bien évidemment, à l'intérieur, elle hurle, elle crie, et, elle dit non, mais voilà, on n'a pas le choix, hein, on ne dit rien. La jeune femme communique chaque jour avec près de 5 prédateurs sexuels présumés. Elle a découvert que ce fléau touche toutes les strates de la société. Là, on a un père de famille qui a 46 ans. Il m'envoie des photos de son sexe. Voilà, lui, c'est un individu qui a 22 ans. Et tout de suite, il me demande de me toucher entre mes jambes. Il veut des photos de moi. Il me dit qu'il veut me faire l'amour. Il n'y a pas de profil type. C'est partout, dans toutes les couches de la société, partout. Un fléau plus répandu qu'on ne le pense. Rien qu'en 2020, 33 000 signalements de contenus pédopornographiques ont été déclarés sur la plateforme Pharos, mise en place par les autorités. Certains prédateurs espèrent un attouchement ou un viol. D'autres veulent récupérer des photos pour alimenter des serveurs pédophiles. Face à eux, la Team Moore, à laquelle appartient Neila, compterait une 50aine de membres. Allez. Ils alimentent régulièrement leurs faux profils d'enfants, avec des photos qui les rendent crédibles. Cet après-midi, elle rejoint 2 d'entre eux. Nous les appellerons par leur pseudo, Mox et Aria. Faut se mettre comment par rapport à la lumière? On va se descendre en bas, regarde, le soleil il est là, donc nous on va se mettre sur le coin. Cela fait plusieurs jours que Neila n'a pas mis de photos sur le faux profil de Stella, l'enfant virtuel qu'elle incarne. Il faut qu'on soit cohérent justement avec nos discours avec les prédateurs sexuels, puisque voilà, quand ils nous demandent qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, ce week-end je vais à Nîmes. Donc voilà, après moi il faut que j'apporte une preuve, et donc voilà, nous ça nous permet d'avoir du contenu, d'avoir des photos, et puis de montrer finalement la réalité de nos fausses vies. Et forcément, les cheveux rouges pour une enfant, ce n'est pas très crédible. Mais disons que là j'ai pas de miroir, donc c'est un petit peu à l'aveugle. Pendant près d'1 heure, comme ça fait bien gamine. Mox et Neila vont enchaîner les pauses et les situations. Attends. Et si je fais un truc comme ça, tu sais? Allez, vas-y, montre-nous ça. Ah, ça le fait, hein? Ensuite, grâce à une application, la photo est modifiée comme par magie. Neila devient Stella et Mox, sa jeune cousine. Le fait que ce soit des photos réussies, ça va engendrer des invitations supplémentaires, et encore une fois, on préfère que ces individus nous contactent, nous, que de vrais enfants. Ce n'est pas le seul stratagème pour être crédible aux yeux des pédophiles avec lesquels ils conversent. Ils ont tout prévu, jusque dans le moindre détail. Donc là, il t'a proposé une visio encore? Ouais. S'il fait ça, c'est qu'il veut être sûr que tu existes bien, que tu es un vrai enfant. Ouais. Donc là, on va utiliser la voix en cas d'urgence. Je peux pas faire d'écart, mais je t'ai déjà dit. Parfait. Oh, elle est trop... Quand un individu insiste pour voir ou entendre l'enfant, le collectif a mis en place une base de données de voix pour le garder dans ses filets. Ils ont 83 réponses types. Coucou, faut pas que mes parents m'entendent. On a une membre de l'équipe, une adulte bien évidemment, qui a le pouvoir d'avoir une voix enfantine. Et en fait, elle nous a fait plusieurs phrases qu'on se sert uniquement en cas d'urgence. Sur le long terme, on aura des bibliothèques de 500, 600 sons. Grâce à sa stratégie, l'équipe prépare une grosse opération. Dans quelques jours, elle va essayer d'arrêter physiquement un pédophile qui a donné rendez-vous à un de leurs enfants virtuels. Interpeller ceux qui commettent des crimes ou des délits, c'est aussi ce que tentent de faire des éleveurs. À Sillon-les-Mines, dans la région nantaise, Élodie, 41 ans, est anxieuse. Elle s'est fait voler une 60aine de moutons en 3 ans. Toujours de nuit. À chaque fois, le même mode opératoire. Ils sont arrivés là, hop,
ils ont dû encercler toutes les brebis. Et là, le grillage qui était tout neuf ici, tout était découpé. Ici, là, clac, clac, ils faisaient des entailles comme ça, à peu près, à ce niveau-là. Et ils devaient attacher les pattes des brebis, passer à une autre, clac, clac, et passer à une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le fil de fer est récupéré pour attacher les pattes des moutons, afin de les immobiliser, comme sur cette vidéo tournée par les forces de l'ordre lors d'une perquisition dans un camp de Rome. Ils sont tous vivants, ils sont tous attachés. Ces bêtes avaient été volées chez un confrère d'Élodie en périphérie de Nantes. Bouge pas, mon gars, bouge pas, bouge pas. Oh, ils sont en train d'agoniser, regarde ça. Terminée l'insouciance de la campagne, qu'elle a connue en créant cette exploitation il y a 13 ans. Alors tu vois là, Céline ? Là, j'en ai compté 117. T'arrives à les compter, toi ? Désormais, avec ses enfants, elle fait le tour de ses parcelles pour compter tous les jours ses 500 bêtes. Si tu comptes une fois et que t'arrives à 117, t'as pas besoin de les recompter. Une brebis qui disparaît, c'est 200 € de manque à gagner. Et c'est sans compter son potentiel de reproduction et sa génétique construite sur plusieurs générations d'élevage. Tout le monde est là. On y va ? On y va, Mia ? Mais ces animaux ne sont pas seulement les revenus de l'exploitation. Tu viens, Mia, on va faire le lait ? Pour ces enfants, les agneaux sont beaucoup plus que du bétail. Ils sont des animaux de compagnie à part entière. Viens boire, viens boire. Non mais derrière, elle sait boire tout seul. Moi, j'aime bien les caresser. Moi, j'adore Flocon. Flocon, c'est elle. Elle est trop douce. Nani, on l'a appelée comme ça parce qu'elle était toute petite quand elle était plus jeune. Ces vols sont une souffrance pour la famille. Alors à chaque fois, Élodie et les éleveurs de la région se lancent eux-mêmes dans des recherches qui bien souvent les mènent en périphérie de Nantes. L'entrée, elle est à droite en bas là. L'agricultrice retourne sur les lieux où elle a retrouvé la trace d'une des 13 brebis qu'on lui a volées 1 an plus tôt, dans un camp de Rome, derrière cette haie. Elle se fait discrète, elle ne voudrait pas se faire repérer. L'année dernière, en fait, c'est ici qu'on a trouvé mon Agnelle avec ses 2 petits, plus un autre petit qui était enfermé au milieu des caravanes et des bidonvilles, en fait. Sans nourriture, sur de la terre battue, rien. Juste les petits bouts de feuilles. Voilà quoi. Venue avec des renforts, Élodie a filmé sa découverte. Une seule de ces bêtes s'en est sortie. Les autres ont été retrouvées en carcasse dans les poubelles du camp. Les voleurs ont même une technique barbare pour qu'on ne puisse pas identifier les bêtes. Maintenant, ils savent qu'avec les boucles, on arrive à retrouver l'origine. Donc, s'ils sont un peu sympas, ils coupent la boucle. Mais sinon, ils ne sont pas chiés, ils coupent l'oreille. 1 oreille, 2 oreilles, 3 oreilles, 4 oreilles. On est dégoûtés. On passe tout notre temps avec nos animaux, voilà quoi, à s'en occuper pour que finalement, voilà, ils soient abattus dans des conditions affreuses, horribles. Puis ça se trouve, ils ont souffert pendant 2-3 jours avant. C'est horrible. Durant leur enquête, les éleveurs de la région ont fini par trouver cette vidéo. Elle aurait été tournée dans l'agglomération nantaise et diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Selon eux, leurs bêtes seraient égorgées à même le sol sur des parkings, dans une ambiance plutôt festive. Avant d'être embrochées et cuites au barbecue. Les voleurs de moutons risquent au maximum 10 ans de prison. Et pour l'abattage en dehors d'un abattoir agréé, 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Pourtant, le phénomène a pris une ampleur considérable au fil des ans. En 2020, selon les éleveurs, 500 bêtes ont disparu. Alors pour tenter de se protéger,
Élodie a investi plus de 4 000 € dans des caméras de chasse. Je règle mon angle. Et pour les endroits sensibles, ça prend un plan assez large. Et hop, c'est prêt. À chaque mouvement détecté, une photo est immédiatement envoyée sur le téléphone d'Élodie. La toute première utilisation pour nous, c'est vraiment d'avoir un impact immédiat de réaction sur quelqu'un qui arrive et puis être là rapidement sur place. Elle en a 6. Il lui en faudrait une quinzaine pour couvrir son exploitation. Mais à 600 € pièce, plus l'abonnement, elle ne peut pas se le permettre. D'autant plus qu'elle serait noyée de notifications. 6 caméras dans la nuit, déjà je suis réveillée toutes les demi-heures, entre les lapins, les lièvres, le sanglier, le chevreuil, voilà. Donc j'imagine que 14 ou 15 caméras, humainement, ça devient difficilement possible. Face à ce climat anxiogène, et pour tenter de mettre un terme à ses vols, Élodie va devoir se transformer en agent de sécurité. Elle a 130 hectares à surveiller. Pendant que l'éleveuse se bat pour protéger son gagne-pain, dans le sud-ouest de la France, à Coursan, une propriétaire vit un véritable calvaire. Solange voudrait récupérer sa maison, mais son locataire lui a déclaré la guerre. Il refuse de partir. Ben voilà ma maison. C'est ce qu'il en reste en tout cas. Vous avez vu les coussins, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Je crois qu'il isole. À l'intérieur, là, ça fait une éternité que j'ai pas franchi ce portillon. Que je ne franchirai pas. Pourquoi vous ne franchirez pas? Parce que j'ai pas le droit. C'est incroyable, mais je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. Le bail est terminé et Solange a respecté les procédures. Elle pourrait habiter à nouveau dans sa maison. Mais le locataire reste illégalement. Pire, cela fait 3 ans et demi qu'il ne paye plus son loyer. Chaque fois que je suis devant, j'ai le cœur qui s'accélère. Ouais, la colère, elle s'amplifie. Enfin, la colère, elle se mêle à l'émotion, le sentiment d'injustice. Hein. Là, je me sens impuissante. Hein. C'est juste scandaleux. Cette mère de famille a travaillé et économisé pendant près de 10 ans pour pouvoir s'offrir ce bien. Avec 4 chambres, une terrasse et même une piscine. Une très jolie maison à l'époque, achetée 120 000 € en 99. Loin, très loin du délabrement actuel. Regarde, ouais, j'ai retrouvé les photos. Solange s'y était installée avec Hugo, son fils, juste après son divorce pour se rapprocher de ses parents. Ça, c'est dans la piscine. Ça, moi, je me souviens. Hein. C'était sympa l'été. C'est un beau souvenir de la vie qu'on avait. Ça, c'était ton anniversaire des 5 ans qu'on avait fait sur la terrasse. Le week-end, il y avait un barbecue, grillade, soirée pizza. C'était l'occasion de faire de belles soirées. Il y avait la famille, il y avait une belle maison, il y avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais en 2012, Solange emménage chez un nouveau compagnon et la met en location. C'est là que le cauchemar a commencé. Si je m'étais ne serait-ce que douté un seul instant de la galère que j'allais vivre, je n'aurais jamais, j'aurais jamais fait ça. Vraiment, jamais. C'est très très dur de revoir tout ça même. Aujourd'hui, elle vit avec son fils dans ce petit appartement qu'elle loue un peu moins de 500 € par mois. Une dépense supplémentaire qu'elle doit ajouter aux 3 ans et demi de loyers impayés. Voilà, situation comptable. On en est à 29 403,45 €. Résultat, chaque mois, cette mère de famille se retrouve à découvert. Ça me met dans une situation compliquée. Moi, j'ai un revenu, mais je ne gagne pas des millions. Mais je ne peux pas assumer quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer son loyer. Ça, je ne peux pas. C'est pas à moi de faire ça. Solange a entamé une procédure pour faire expulser son locataire. Mais elle a peu confiance en la justice. Car en 2019,
elle a perdu un premier procès à cause d'une irrégularité dans le bail. Malgré les loyers impayés, l'homme a pu rester. Solange a même proposé d'annuler les 30 000 € de dette et qu'en échange, il lui rende sa maison, mais il a refusé. J'étais prête à faire ça. Ben voilà, non, il n'a pas accepté, parce qu'il ne veut pas partir, parce qu'il est logé gratuitement. Donc on a un constat d'échec de la tentative de conciliation qui a été signée le 14 décembre 2020. Voilà. Voilà ma vie. Depuis 2017. Ouais, j'aimerais qu'il me rende ma vie. Mais Solange ne veut plus rester les bras croisés. Allez, on y va. La propriétaire risque 3 ans de prison et 30 000 € d'amende si elle expulse elle-même son locataire. Elle a une idée surprenante. Elle va s'installer devant sa maison avec un camping-car. Pas pour bloquer l'accès à son locataire, mais pour lui montrer que par sa faute, elle est privée de logement. J'ai décidé de me battre et je me battrai jusqu'au bout. Je veux lui montrer que j'existe. Parce que je crois que depuis des années, il s'imagine que j'existe pas. Je vais dénoncer cette situation absurde et ubuesque. C'est un coup de poker. Elle va devoir abandonner son appartement pour financer la location du véhicule. Grand moment. Touché par la situation, le concessionnaire lui a fait un bon prix. 500 € pour le mois. C'est parti. Oh là, oh là, oh là là, oh là. Il faut une part de folie pour faire ça. Pendant qu'elle récupère l'engin, son fils Hugo a terminé de vider le logement. C'est une page de vie qui se tourne. Ah, ça tient. Allez, on est parti. Allez, direction camping-car. Physiquement, Solange sait qu'elle ne fait pas le poids contre son locataire grand et baraqué. Avec son camping-car, elle se lance dans un bras de fer. Je suis pas très rassurée, je suis pas de taille à lutter contre lui, ça c'est clair. Mais c'est ma manière à moi de faire accélérer les choses. J'aimerais qu'il ait peur en se disant, bon là ça va trop loin quoi. Il faut que je rende les armes et que je m'en aille et que je lui rende sa maison. Là c'est sûr que je suis dans un bras de fer psychologique. C'est peut-être à celui des deux qui va craquer le premier. Il fait déjà nuit lorsqu'elle arrive devant sa maison à Coursan. On recule. Ah oui, il est là. La lumière du salon est allumée, de la salle à manger. Donc, a priori, il y a quelqu'un. J'ai pris ça. Voilà, c'est une bombe anti-agression, une bombe lacrymogène. C'est du poivre, en fait. J'espère ne pas avoir à m'en servir. C'est pour se sentir un petit peu en sécurité, quand même. Je tourne. J'ai des pâtes. Oh, ouais. Nickel, impeccable. De toute façon, il ne faut pas être difficile ce soir. Pour la première fois, ils vont donc dîner. Bon appétit. Bon appétit, ouais. Garés devant chez eux. J'ai l'impression que ça va débloquer la situation. Il y a une part de provoque. Je suis consciente que je le provoque. Donc pour lui mettre un petit peu la pression, il faut voir comment lui en face il va réagir, quoi. Hugo, lui, est plus sceptique. Non, toi, tu n'y crois pas. Tu penses qu'on fait ça pour rien? Je pense pas que ça lui fasse quitter la maison. Je veux dire, ça l'impacte pas. On est devant le chez lui. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Pour moi, il va forcément se passer quelque chose. Après, quoi? Ça, l'avenir va nous le dire, mais rapidement. Solange a raison. Bon, bonne nuit. À demain. Bon, dors bien, hein? Les choses vont bouger dès le lendemain matin. À Marseille, les habitants des nouvelles résidences du 10e arrondissement sont sous le choc. Un groupe de voisins a interpellé des voleurs dans un parking. Cela aurait pu très mal tourner. Tout est consigné sur la vidéosurveillance. Tu peux peut-être remonter avant ou est-ce qu'on les voit arriver, etc. Benoît était présent cette nuit-là. Il est 23h30. Il fait une ronde avec quelques voisins. À ce moment-là, 2 hommes entrent dans le parking, suivis d'un 3e au volant d'une camionnette. 13 minutes plus tard, après avoir exploré le sous-sol, les 3 hommes s'arrêtent.
Ils ont repéré toutes les motos qui n'étaient pas attachées, etc. Et ils viennent, ils la soulèvent. Donc là, lui, il va l'appeler pour qu'il vienne les aider. Voilà. En 1 minute, c'est fait, elle est montée dedans. 2 délinquants repartent à pied. Un voisin les surprend et se met à crier. Voilà, là, on avait entendu crier. Ils tentent de s'enfuir en courant vers la sortie. Benoît et ses voisins s'élancent pour les rattraper. Vous aviez peur? Au début, personne n'a réfléchi. Parce que tellement on en a marre, en fait, on voulait juste en choper un. Les 2 hommes à pied parviennent à s'échapper par la rampe d'accès. Pendant ce temps, le chauffeur de la camionnette redémarre. Mais il panique en entendant les cris et sort en courant du véhicule. Très vite, il est intercepté par les voisins et le chien qui l'intimide. Et là, voilà, il y a le conducteur du camion qui était en train de nous dire qu'il n'était pas venu ici pour casser, mais qu'il dormait ici dans le parking. Et on lui a dit de se mettre à terre et il nous a écoutés. Il a essayé de se débattre? Non, du tout. Il n'a pas cherché à se débattre. Benoît s'empresse d'appeler la police. 11 minutes plus tard, elle débarque dans le parking pour arrêter l'individu. Ils vous ont dit quoi, les policiers, du fait que vous l'interpelliez? Ils étaient plutôt contents, on va dire. On leur a fait leur travail. Et vous avez conscience, à ce moment-là, quand même, que vous prenez un risque? Non, non du tout. On pensait jamais, honnêtement, tomber sur vraiment quelqu'un où on allait faire fuir, mais vraiment tomber sur quelqu'un comme ça, on le voit, on a réagi vraiment à chaud et encore heureux qu'il était calme, on va dire. Parce qu'on ne sait pas comment ça aurait pu finir pour lui ou pour nous. Vous avez un moyen de vous protéger si jamais ça dégénère? Est-ce que vous êtes armé quand vous faites vos rondes? Ça, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Et eux, est-ce qu'ils étaient armés en face? Lui, en tout cas, la personne qu'on a arrêtée, non. Armel découvre ces images bouleversées. Et vous appelez qui, là? La voisine a été témoin de 2 braquages dans le grand magasin où elle était employée. Ça m'effraie. J'en pleurerais, c'est vrai. Ça me touche parce que j'ai assisté à 2 braquages. Et j'ai vu le gardien abattu sous mes yeux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis désolée. Si ce voleur de scooter a été arrêté, le réseau qui désosse les voitures pour les pièces détachées, lui, reste actif. Alors que font les autorités? Pour les forcer à réagir, Cédric pilote la mobilisation. Il a créé un groupe Facebook. Déjà 740 membres. Là, ils ont pris la roue. Et ils ont pris tout le bloc avant avec les feux et le pare-choc. Ça, c'est pareil, hein. Il doit y avoir du 6 000 € au moins. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, il a posé une question simple à ses voisins. Avez-vous été victime de vol, cambriolage ou vandalisme? Regardez, il y a eu 71 commentaires. Alors, oui, été 2020, oui, mai 2020, janvier 2021, voilà. Et là, je descends. Oui, voiture vandalisée, octobre 2019, 13 200 € de dégâts. Dans 5 ans, on ne veut pas que ça devienne les cités de demain. Nous, on aimerait qu'il y ait un changement. Le changement, on en a besoin, on le veut, et on ne veut plus subir, tout simplement. Depuis des mois, Cédric tente d'interpeller les élus de la ville. Il a envoyé des dizaines de mails pour crier son désespoir. Nous sommes obligés de faire des rondes entre voisins. Trouvez des solutions, mais ne nous laissez pas, s'il vous plaît. Cédric réclame des caméras dans la rue et plus de patrouilles pour dissuader les voleurs. Après plusieurs relances, il a fini par joindre un élu de la mairie centrale de Marseille. Il a enregistré l'appel. Il nous a répondu, oui. On se sent quand même abandonné. Mais lui-même étant abandonné par l'État, nous, on est à quel niveau encore? On est en dessous. Depuis, le gouvernement a annoncé l'arrivée de 200 policiers supplémentaires à Marseille,
cette année. Cédric ne le sait pas encore, mais grâce à leur nuit blanche, les autorités vont démanteler un réseau de trafiquants. À Valenciennes, la team Moore, qui traque les pédocriminels sur Internet, s'apprête à mener une opération risquée. Matt, l'un des membres du collectif, veut piéger un homme qui a donné rendez-vous à un de leurs enfants virtuels. Oui, allô? Ouais, Naïla, c'est Matt, je suis au skatepark là. À 800 km de là, c'est Neila qui pilote le dispositif à distance. D'accord. Le prédateur présumé habite la région et a dit qu'il viendrait en train. Parce que là, le train, il est censé arriver à quelle heure, le train? À 45 normalement. Et après, t'as 15 minutes de marche pour aller au parc. Le collectif veut le faire arrêter dans le parc. Le but, c'est que cette fois-ci, il y ait des policiers qui interviennent, qui constatent qu'il est bien à cet endroit, bien à l'heure qu'il a dit, et qu'il l'embarque et que... Enfin, voilà, quoi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Leur cible est un homme qui drague un enfant, Jade, 12 ans, sans savoir que c'est un faux profil de Neila. Et il semble déterminé. Ouais, donc en fait, il veut absolument faire un bébé avec l'enfant. Donc elle lui répond que c'est pas possible. Et là, elle lui dit, je vais te forcer alors. Te baiser jusqu'à un bébé. Faire l'amour. Sinon, je te tue. Tu veux mourir? Un bébé alors. Un bébé ou je te tue. Ok, je te tue. Le prédateur sexuel la menace et lui donne rendez-vous dans un parc de Valenciennes. Ça, c'est hier, quand la petite, elle lui dit, tu m'as pas dit pour demain comment je vais te reconnaître, t'inquiète pas, je savais que faire ta première fois, c'est du détournement sur mineur, donc un viol. Donc la petite, elle dit, mais ça veut dire quoi? Bah, regarde sur Internet, il use le terme viol, quoi. Donc il sait qu'il est hors la loi, d'un point de vue moral ou d'un point de vue pénal, il sait que c'est pas bien, il sait que c'est interdit, mais il assume en fait, hein. Ce n'est pas la première fois que la team Moore essaie de le coincer. 2 mois plus tôt, il avait déjà donné rendez-vous à un enfant virtuel de Neila, dans un jardin d'enfants. L'équipe avait appelé la police. Et il s'est présenté au rendez-vous le 20 mars. Et il est venu en avance. Et pour passer le temps, il prenait des enfants en photo et en vidéo à la vue de tout le monde. Et il y a eu une incompréhension en fait, de notre part vis-à-vis des forces de l'ordre qui ont refusé de se déplacer. On les a appelés plusieurs fois. Ils ont clairement dit qu'ils ne croyaient pas à un coup de fil. Après plus d'1 heure, selon Neila, la police est enfin venue. Ils ont juste effectué un contrôle d'identité et puis il est reparti comme si de rien n'était. Cette fois, Neila est déterminée à le faire arrêter. À Valenciennes, l'heure du rendez-vous approche, dans un jardin public. C'est un individu qui peut correspondre, je suis pas sûr. La même corpulence. Je vais essayer d'y passer discrètement. Non, fausse alerte. Matt joue gros. Pour l'instant, le pédocriminel présumé risque 2 ans de prison pour les messages échangés sur Internet. S'il se présente au rendez-vous, il risquera 5 ans de prison. C'est le stress de savoir s'il va venir, si on va pouvoir enfin le coincer, si c'est quelqu'un de très malin, très fourbe et on sait jamais quoi. Des minutes interminables défilent. Quand tout à coup... Ouais, il est là, il arrive. Capuche. Ah là, le taux d'adrénaline, il faut pas qu'on le perde de vue, c'est ça qui va être le plus important. Matt appelle la police. Tout l'enjeu est désormais de les faire se déplacer. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Alors il décide de bluffer. Oui, bonjour monsieur. Ce serait pour un signalement. J'ai un individu dans un parc de jardin public avec des enfants qui est en train de filmer et prendre en photo des enfants. Il prend des photos, il filme, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, il est en jean noir, haut noir avec une capuche grise. Le pédophile présumé, lui, est à la recherche de sa proie. Et là, du coup, il est à 11h exactement. Mais après avoir rôdé plus de 15 minutes, il commence à se lasser. Bon, là, j'ai l'impression qu'il est en train de partir. Hein. Quant à la police, toujours aucun signe. Là, je l'ai plus en visu. Mais il était d'un pas décidé, donc c'est ça qui me fait craindre un peu. Matt tient au courant Neila à chaque instant.
Il est très méfiant, donc il faudrait qu'ils interviennent rapidos. Là, c'est le stress, c'est compliqué. Il est en train de partir. Pour la responsable du collectif, laisser filer le pédophile est inenvisageable. Donc c'est soit moi je l'interpelle, Oui, soit interpelle-le. on le laisse partir. Non, tu le chopes, tu l'interpelles sans le toucher, tu lui fais comprendre, tu lui dis, tu le vois, monsieur, vous êtes venu ici parce que vous avez donné un rendez-vous à l'enfant Jade, 11 ans, dans le but d'avoir des rapports sexuels. La police est en route, vous ne bougez pas. Monsieur... Si, c'est vous. Vous pouvez vous asseoir là, s'il vous plaît, la police à la route. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Vous aviez rendez-vous avec Jade, 12 ans, pour avoir des relations sexuelles avec elle. Non, pas du tout. J'ai toutes les informations sur votre conversation que vous avez avec Jade. Non, je vais demander de vous installer là, puis on va attendre justement la police et ils vont vérifier les informations. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je connais pas Jade, si j'en connais une, mais beaucoup plus âgée. Donc vous allez me dire que... Là, c'est pas vous? C'est pas vous là? Donc c'est pas vous qui faites des propositions à une petite fille de 12 ans de la mettre enceinte et d'avoir sa première fois avec elle? Bah non. Donc en fait c'est votre fantôme. Vous niez ou vous assumez quand même un peu votre responsabilité dans ce truc-là? Ouais, un peu. Un peu? Pourquoi justement vous prenez pour des filles de 12 ans, 13 ans? Vous avez 22 ans, monsieur. Vous croyez ça normal? Face aux évidences, l'homme essaye de fuir. Restez là, monsieur. Impensable pour Matt. Monsieur, restez là, on reste là. Je vous tape pas, je vous maintiens. L'homme tente alors de se trouver des excuses. Allez-y, je vous écoute. Non, si je fais ça, c'est pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour mon petit frère. Hein. Pourquoi pour votre petit frère? Mais de base, vous aviez rendez-vous ici avec Jade. Vous aviez rendez-vous de base. De base, c'était pour avoir des relations sexuelles directement. Puis finit par avouer à demi-mot. J'ai les screens, donc ne dites pas que c'est pour votre petit frère. Non. Voilà. Mais la perspective de se faire arrêter n'a pas l'air de l'impressionner. Faire 24 heures de garde à vue, c'est pas grand-chose. Et il n'a manifestement aucun remords. Pourquoi vous draguez des petites filles de 12 ans, 13 ans? Vous avez 22 ans. Chacun choisit son destin. Ouais, j'ai des cousines de 13-14 ans. Elles sont plus matures que leur sœur qui a à peu près mon âge. Simple citoyen, Matt arrive à garder le contrôle de l'individu pendant 20 longues minutes, avant que la police arrive enfin. Bonjour. Donc c'est moi qui ai appelé. Donc Matt de l'association Team Moore en fait. Donc on a envoyé un signalement concernant cet individu avec toutes les preuves. On va aller prendre notre véhicule? Ouais, pas de souci. Comme ça, on va parler à l'écart. Donc il y a un dossier qui a été envoyé au procureur de Valenciennes. Le dossier est en gendarmerie, au commissariat de Valenciennes. Neila a déjà transmis au procureur le dossier avec les échanges sur les réseaux sociaux. J'ai les jambes qui tremblent, soulagé. Maintenant, on n'est pas juge, on n'est pas bourreau, on n'est pas policier. Maintenant, il est entre les mains de la justice, donc on espère que ça va aller. Est-ce que c'est à vous de faire ça? Si on le fait pas, qui c'est qui le fera? Le prédateur sexuel sera placé en détention provisoire en attendant son procès. Les méthodes de la Team Moore, peu communes, divisent dans les tribunaux. Dans quelques jours, Neila assistera justement au procès d'un autre pédocriminel présumé qu'elle a fait arrêter. Sera-t-il condamné? Dans la campagne nantaise, il est 19h. Allez, venez là! C'est le moment pour Élodie et ses enfants de sécuriser l'exploitation. Allez, on y va! Comme tous les soirs, elle rentre une cinquantaine d'agneaux dans l'étable, les plus vulnérables. C'est seulement 10% de son cheptel, mais c'est l'avenir de son élevage. On peut pas rentrer tout le monde, nourrir tout le monde. Économiquement, ça serait ingérable. Dès que la nuit arrive, l'angoisse monte, quoi. Moi, à chaque fois, l'angoisse... dès que le soleil se couche, c'est compliqué à gérer. Sa maison est située à 30 minutes de son exploitation. Mais Élodie n'y a pas dormi depuis des semaines. Elle a rapatrié toute la famille dans un chalet, sur la ferme. Vous faites un jeu.
Des plus eau douce? Oui? Ça a été? Oui, impeccable. Alors que 150 brebis auraient été volées dans la région en 4 mois, son mari, Romain, menuisier, a construit la cabane pour lui faciliter la vie. Élodie était prête à prendre sa toile de tente des soirs pour venir dormir avec les moutons pour surveiller. Ah oui, la toile de tente, on s'est dit, on tente le tout pour le tout. On met la toile de tente avec une petite lumière dans le milieu de la parcelle, comme ça peut-être que les voleurs ne reviendront pas. Il y a la vie d'avant, la vie d'après, quoi. Dans cette vie, sous la menace des vols, c'est toute la vie de famille qui est impactée. Bonne nuit. Bonne nuit. Les enfants dorment sur la mezzanine et les parents dans un canapé-lit dans le salon. Mais avant de se coucher... Je te laisse débarrasser? Ouais. Tu gardes ton téléphone avec toi? Oui. Bonne nuit. À tout à l'heure. Élodie part seule, en pleine nuit, faire le tour de ses 130 hectares de parcelles disséminées dans la commune. Si on s'en réfère aux chiffres de l'année dernière, il faut être très très vigilant là. On a toujours peur qu'il y ait un gros coup qui se prépare et que là ils viennent et puis ça va taper dur quoi. L'éleveuse scrute chacun de ses champs, un à un. C'est moi les filles. Et surveille la moindre notification envoyée par les caméras dissimulées dans ses champs. Un blaireau. C'est hyper stressant. Ce qu'elle recherche avant tout, c'est le flagrant délit. S'ils sont juste là à se balader et qu'on peut rien prouver, même si les parcelles sont ouvertes et qu'ils n'ont pas de moutons dans la voiture, on peut rien prouver. On essaye de faire le maximum pour qu'ils soient condamnés. Alors elle n'hésite pas à se mettre en danger. Dans des coins comme ça, oui, il y a une appréhension. Les coins où on se sent un peu serré, en étau, où il y a difficilement un point de fuite, quoi. Cette crainte est encore plus forte depuis 1 an. À la même période, une consoeur d'Élodie est tombée nez à nez avec des voleurs. Elle a filmé la scène en conduisant. Il est 2h12 du matin. Zoé, une éleveuse, rentre chez elle lorsqu'elle aperçoit plusieurs véhicules suspects sortir de ses champs. Putain, les bâtards. 3 voitures. Pas de doute pour la jeune femme, son exploitation est victime de vols. Seule, elle prend les voleurs en chasse, tout en filmant avec son téléphone. Elle a le réflexe de lire la plaque d'immatriculation. 51 J. Ça, c'est une Peugeot 406 grise. Elle arrête de filmer lorsque les 3 véhicules tentent de la mettre dans le fossé. Les gendarmes réussissent à les arrêter. Dans la voiture, 3 brebis apeurées qui décéderont quelques jours plus tard. Les risques qu'elle a pris ont été déterminants. Les auteurs du vol ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis. C'est pour cela qu'Élodie, elle aussi, fait ses rondes. Et cette nuit-là, la tension monte lorsque des phares apparaissent au loin. Et là... Merde. Putain, bagnole. Bizarre, alors que le territoire français est en couvre-feu depuis déjà 5 heures. Minuit et demi, qu'est-ce que ça fout à passer là? Putain, j'espère que je me suis pas fait griller. L'agricultrice suit le véhicule à bonne distance. Ça te rassoule. Mais rapidement, il disparaît dans la nature sans qu'elle puisse en savoir plus. S'il revient, Élodie a moyen de le repérer, un poste d'observation où elle passe toutes les nuits. De nuit, là, les voitures qui arrivent, tous les véhicules, on les entend de très très loin. Alors qu'il est plus d'1h du matin, elle va rester là, seule, pendant près d'une demi-heure, à l'affût du moindre mouvement suspect sur ses parcelles. Comme c'est difficile de trouver le sommeil, je pense que c'est les nerfs, quoi. Les nerfs nous tiennent.
Mais jusqu'à quand, je sais pas. Qui a envie de travailler dans des conditions pareilles? Le lendemain, Hop, 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 stop, stop, stop. Élodie, qui a dormi à peine 4 heures, est particulièrement tendue, car la période est de plus en plus critique. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Selon les forces de l'ordre, ces vols seraient en grande partie imputés à la soixantaine de camps de Roms installés dans l'agglomération. Bon, on va aller voir ça. Dans 15 jours, aura lieu la Pâque orthodoxe, avec le traditionnel déjeuner à base d'agneau. C'est à ce moment-là que les vols exploseraient. Non, on devient tellement parano que... Ouais, mais un excès de paranoïa, c'est pas forcément toujours mal. Conscients de la situation invivable des éleveurs, les gendarmes passent les voir pour faire de la prévention. Ce qu'ils redoutent, que les agriculteurs fassent justice eux-mêmes. S'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter à nous envoyer les infos. Puis si jamais votre numéro il est marqué sur nos fiches, donc soyez pas surpris si vous avez un appel masqué à 3h du matin. Plus rien me surprend. On leur dit bien de ne pas se mettre en danger. Forcément, il y en a qui vont commencer à parler de fusils, et puis il y en a qui vont pas hésiter à y aller. Justement, c'est aussi notre mission à nous d'avoir ce côté pédagogique et de bien dire non, ce n'est pas votre rôle, c'est le nôtre, de, entre guillemets, se mettre en danger, en tout cas de gérer le danger. Est-ce que c'est normal justement que les éleveurs doivent faire des rondes? C'est normal oui et non, c'est-à-dire que, au même titre, je vais vous demander, est-ce que c'est normal que les gens ferment leurs portes à clé? Et matériellement et en termes d'effectifs, on n'a pas l'effectif nécessaire pour pouvoir couvrir cette zone-là. Il y a quand même une différence entre fermer sa porte à clé et faire des rondes pour être sûr qu'il n'y a pas de vol. Nous, c'est simplement de la prise de renseignement. Elle passe un coup de fil et c'est nous qui intervenons. Des conseils prudents. Merci beaucoup de votre visite. Qu'Élodie assume ne pas respecter. On peut pas se permettre de dire, bon, allez, il y a quelque chose de louche, on appelle le 17 et puis on prie pour qu'il y ait une patrouille à côté et puis on attend que ça se passe. Non, la réalité, elle n'est pas du tout comme ça. La réalité, c'est qu'il faut aller à la dissuasion pour protéger nos animaux. Ces nuits gâchées suffiront-elles à décourager les voleurs? À Coursan, dans l'Aude, Solange vient de passer sa première nuit dans son camping-car avec son fils Hugo. Ils se sont installés devant leur maison, occupée illégalement par le locataire qui refuse de partir. Ah là là, dur. Le réveil est difficile. Oui, un peu courte, mais bon, ça a été, j'ai réussi à dormir. J'ai rêvé qu'il partait, qu'on faisait la fête, n'importe quoi. En tout cas, le quartier est calme. Comme un matin ordinaire, Solange se prépare. Elle travaille dans une compagnie d'assurance à 50 km d'ici. Je me dois d'être présentable pour les clients que je vais recevoir et qui n'ont pas à supporter mes problèmes. Il faut les laisser, à l'extérieur. Bon, allez, ça va aller. Comme ça, c'est parti pour la journée. Le quartier semble calme. Hugo, lui, dort toujours. À ce moment-là, nous apercevons le locataire. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez 2 petites minutes s'il vous plaît? Nous filmons discrètement. Non, on ne filme pas, c'est tout. Maintenant, moi je ne suis pas un squatteur, je suis avec mes enfants ici. Un squatteur, c'est quelqu'un qui casse la porte, qui change les serrures. Moi, j'ai rien changé du tout. Voilà la différence. C'est ça un vrai squatteur. Si en effet il n'a pas changé les serrures, il n'a pas quitté le logement à la fin du bail comme la loi l'y oblige. Et il n'a pas payé son loyer depuis 3 ans et demi. Vous voulez pas payer pour quelle raison? Parce qu'elle ne fait pas de travaux. Là, il y a pour au moins 70 000 euros de travaux à faire. Mais Solange nous a montré les mails d'artisans à qui le locataire aurait refusé l'accès. Difficile de faire des réparations dans ces conditions. Au bout de quelques minutes, la gendarmerie débarque dans le quartier. Bonjour.
le locataire n'a pas apprécié le coût du camping-car. C'est moi qui vous ai fait appeler. Là, j'en peux plus, là. Parce que là, je sais que je vais disjoncter. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est la première et la dernière fois que je le dis, là. Parce que là, j'en peux vraiment plus, là. Elle me provoque. La dame, elle est où, là? Elle est partie au travail. Oui, j'en peux vraiment plus. Ah oui. Mais moi, ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Là, c'est trop, là. Hugo, réveillé par le bruit, sort et l'interpelle. Chez moi ici. Ah, maintenant, tu fais le bonhomme maintenant. Parce que là, il y a les gendarmes. C'est son fils. Là, on a plein le cul de quoi, toi? Moi, je t'ai manqué de respect? Oui, tu me manques de respect tous les jours. Là, il faut le go parce que vous êtes là. Mais quand vous allez partir, s'il me provoque, je le monte en l'air, moi, je vous le dis. Hein. Parce que c'est la première fois. Là, je vais pas me retenir, là. Je vais pas me retenir. Trop, c'est trop. Je te le dis. C'est la première fois que tu ouvres ta bouche. Hein. T'as jamais ouvert ta bouche ici. Bon, allez, t'es un mythomane. Parle à ta mère. Non, pas moi. Raison de ta mère, va. Les gendarmes éloignent Hugo. Je vais même le dire en face, les fous, parce que je fais le malin à parler à tout le monde, mais tu sais pas parler. Non, si tu veux parler, viens, on va parler. Nous restons avec le locataire. La tension retombe un peu. C'est pas un souci, elle va la récupérer sa maison, sa poubelle même. Je partirai au plus vite, je suis en train de faire le nécessaire. Vous êtes en demande de logement social, c'est ça? Je fais le nécessaire au plus vite. Tous les jours, je vais à la mairie. J'ai pris rendez-vous avec le maire de Courson. J'ai pris rendez-vous avec le maire de Narbonne. L'assistance sociale, elle est au courant. Moi, dès qu'ils me donnent un logement, allez, tiens, prends. Je suis pas là pour moi leur casser les pieds. Ils le savent très bien. S'il reste dans la maison, c'est parce qu'il n'aurait pas d'autre solution de relogement. Arrête de raconter des conneries, putain. Mais en attendant les conneries, tu veux que je sors les papiers là? Mais vas-y, sors-les tes papiers. Vas-y. Je vous dis, mon avocat, vous m'avez donné votre numéro de téléphone, je vais lui faire parvenir, il va vous appeler. On va voir. Ouais, continue à jouer du violon. Va. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de son avocat. En attendant, les gendarmes ont été clairs. Le camping-car ne doit pas rester ici. Là, il y a des emplacements prévus pour les camping-cars à l'entrée de Courson. Donc le camping-car doit être là. Donc là, elle peut potentiellement être verbalisée. Alors que ce monsieur, il a 30 000 € d'impayés, on ne dit rien. On n'est pas juge, on n'est pas juge, c'est pas Ils nous. ont des dossiers, c'est le juge qui devra trancher. Nous, on est là pour calmer la situation, éviter les troubles à l'ordre public. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Hugo accuse le coup. Comme Solange l'avait prévu, son locataire n'a pas tardé à réagir. Mais s'attendait-elle à ce qu'il prévienne les gendarmes? En rentrant du travail... Salut mon fils. Ça va? Elle ne se doute de rien. J'ai été réveillé par la charmante voix de notre cher voisin. Hein? Ouais, qui a appelé la gendarmerie, du coup. Enfin, je sais pas, la gendarmerie est venue, en tout cas. Voir qu'il y avait un camping-car? Pour voir qu'il y avait un camping-car, du coup. Donc j'ai entendu parler, donc je suis sorti et on a échangé quelques commodités, on va dire, légères. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai plus les termes exacts, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête son cinéma parce qu'il était en train de faire le beau parleur comme il parlait. Donc après, je suis allé parler avec un gendarme à côté. Donc il m'a calmé un peu, on a discuté sagement. Bon, lui, il m'a dit que du coup, on n'avait pas le droit d'être là, on s'engageait à prendre des amendes. Le gendarme? Oui. Je m'assieds parce que ça me coupe les jambes. Mais qui c'est qui a tous les droits ici, en fait? Voilà. Lui, il a tous les droits. Moi, je suis dégoûtée. Ce qui me gonflerait, mais alors par-dessus tout, ce serait d'être verbalisé par la gendarmerie, quoi. Et si je paye pas mon amende, on va me saisir sur mon salaire. Il joue ses dernières cartes, mais il me gonflera mais jusqu'à la fin, et je pèse mes mots. La situation semble échapper à Solange. Alors pour récupérer sa maison, si le locataire veut vraiment un relogement, elle lance la phase 2 de sa stratégie. Monsieur Rocher. Bon, bonjour. Ça va? Ça va? Bon. Je suis là depuis hier soir. D'accord. Édouard Rocher est maire de Courson. Bon, allez, on va prendre un café. Alors, installez-vous. Elle espère qu'il pourra l'aider. La marge de manœuvre, elle est très, très fine. Nous, c'est pas du tout le domaine de compétence de la commune. Après, l'un des éléments, c'est concernant éventuellement le relogement de son locataire. C'est-à-dire l'aider à trouver un logement social? Ça veut dire, pas forcément un logement social, ça veut dire arriver à trouver un logement. Donc j'espère que ça permettra de résoudre assez rapidement la situation. Et que la patience est là. Il nous confie que des pistes sont en cours pour reloger le locataire. Mais avant de partir, lui aussi rappelle à Solange qu'elle est en infraction.
Il est interdit d'être sur le trottoir sur une commune. Bon. Donc il faudrait se mettre clairement plutôt sur cette zone-là. Parce que là, du coup, je vais être quand même sur un jardin public, non? Et oui, mais aussi. vous êtes plus en illégalité ici. Après, d'accord, ok. Voilà, Solange déplace donc le camping-car pour moins gêner. Mais elle s'expose quand même à une amende. 2 000 € par mois, si la police vient tous les jours. Au 2e jour de son combat, oh mon Dieu, je suis fatiguée. Solange est pleine de doutes. Hier, j'attendais comment il allait réagir. Aujourd'hui, je sais qu'il a réagi. On est au cœur du bras de fer, là. Faut que je montre les dents, quoi. Je sais pas trop comment, hein, mais il faut que je montre les dents. En même temps, partir, là, je me dis à nouveau que c'est une manière de lui donner raison, quoi. Moindre truc, moi, je m'incline. Solange va-t-elle décider de rester, quitte à enfreindre la loi? Là, honnêtement, réfléchir maintenant, voilà. Je vais pas prendre la bonne décision. La nuit porte conseil. Je verrai demain matin. Le procès pour faire expulser le locataire a lieu dans 3 mois. Suffisamment de temps pour maintenir la pression. Et pour prouver la mauvaise foi de l'homme, Solange va pouvoir compter sur une indiscrétion. Celle qu'elle a obtenue quelques jours plus tard, de la part d'un proche de son locataire qui lui a fait une révélation. Je ne suis pas la seule personne à qui il a fait ça. En 2009, il a été expulsé, mais il est parti avant que les forces de l'ordre le délogent. Il a été expulsé d'une maison. Il doit 11 000 € de loyer à un propriétaire. Solange, simple propriétaire, doit aller loin dans son enquête pour récupérer son bien. Mais il ne sait pas sur qui il est tombé quand même. Je crois qu'il ne sait pas sur qui il est tombé. Combative, elle a une idée en tête qu'elle partage avec son fils Hugo. Ah ben moi je vais essayer de retrouver l'ancien propriétaire de celui à qui il doit 11 000 €. Et s'il accepte de me... Eh bien je suis allée chercher son adresse et tout. Je suis devenue une enquêtrice spécialisée. Elle voudrait obtenir son témoignage. Il habite à seulement quelques kilomètres. Et lui aussi aurait eu un mal fou à récupérer sa maison. Je ne suis pas la première à qui il fait ça. Donc il y a un gros souci d'impunité. Et après, forcément, s'il y a impunité, ben, ça encourage à recommencer. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Vous voilà arrivé à destination. Pas de chance, le propriétaire n'est pas chez lui. Il y avait une chance sur 2, hein, donc... bon. Solange lui laisse un mot, dans l'espoir qu'il accepte de témoigner pour l'aider lors du procès. C'est une perche de plus que je tombe, une bouteille à la mer supplémentaire. Ces nouveaux éléments vont-ils lui permettre d'obtenir justice et de récupérer sa maison? Voilà, bon, ben, si ce monsieur pouvait me rappeler, ce serait trop bien. Face aux lenteurs et aux incertitudes de la procédure judiciaire, Solange se démène. Pendant ce temps, un autre procès se prépare. Il est très important pour Neila, qui traque les pédophiles sur Internet. Dans quelques heures, la responsable de la Team Moore ira au tribunal, où l'une de ses cibles sera jugée après être tombée dans les filets du collectif. Il est rentré en contact avec mon faux profil d'enfant le 10 septembre à 16h33 exactement. Donc moi, tout de suite, je lui annonce mon âge, à savoir que mon profil, publiquement, on sait que j'ai 13 ans. On va dire, au bout de 2 jours, il me demandait des photos de moi nue, de moi en culotte, en permanence. Après seulement 10 jours d'échange, l'individu propose un rendez-vous à la jeune Stella. Neila accepte, transmet le dossier au procureur de Dijon, mais la veille de la rencontre, la police décide finalement de l'interpeller. Quand j'ai reçu l'appel le soir pour me dire qu'il a été arrêté, tout d'abord j'étais en colère, car comme l'indique l'article, les échanges numériques suivis d'un rendez-vous physique, la peine passe de 2 à 5 ans. L'homme risque donc seulement 2 ans de prison.
Le tribunal tiendra-t-il compte de ces investigations? C'est la première fois que Neïla va assister au procès d'un pédophile présumé qu'elle a fait arrêter. Là, je passe par plein d'émotions en même temps. D'un côté, il y a une satisfaction parce que s'il est là aujourd'hui, c'est par notre travail, c'est parce qu'il est tombé dans nos filets. Et d'un côté, il y a quand même une crainte parce que pour l'avoir constaté avec d'autres affaires, la défense a tendance à victimiser le mis en cause, prétextant qu'il a été piégé. Et du coup, ça inverse les rôles. Pour être présente aujourd'hui à Dijon, la jeune femme va parcourir près de 600 km dans la journée. Au sein du collectif, la plupart des membres sont d'anciennes victimes d'abus sexuels. À quelques minutes de l'audience, la jeune femme peut compter sur leur soutien inconditionnel. Je pense fort à toi. J'imagine que le stress il doit monter d'un cran encore. Au plus tu te rapproches finalement, voilà, écoute, on est derrière toi. Allez, à tout à l'heure. Un soutien dont Neïla a bien besoin, car à peine arrivée. En fait, je vois un chauve à côté et je suis parano, j'ai l'impression que c'est lui. En fait, du coup, je m'écarte. Elle se retrouve à quelques mètres seulement du pédophile présumé. Et je le trouve plutôt tranquille, en fait. Et fait que me regarder, ça me met mal à l'aise. La jeune femme va rapidement être fixée. L'homme qui comparaît libre est déjà installé dans la salle, juste à côté de Neïla. Selon l'enquête de police, il était abonné à près de 450 comptes Instagram de très jeunes filles. Sur Facebook, malgré ses nombreuses tentatives de contact, il n'a réussi à échanger qu'avec l'enfant virtuel de la Team Moore. La présidente du tribunal tente d'en savoir plus quant aux motivations du pédophile présumé. Il assure ne pas être attiré sexuellement par les mineurs et avoir eu un moment de faiblesse. Pourtant, il a demandé des photos de la petite sœur de Stella, 9 ans. Selon lui, c'est parce qu'il se sentait seul. Finalement, l'individu reconnaît les faits et il est condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire, une obligation de soins et interdiction de travailler auprès des mineurs pendant 10 ans. Pour Neïla, c'est une victoire en demi-teinte. Si le rendez-vous avait eu lieu avec le pédophile, la peine aurait pu être plus lourde, car du virtuel, on serait passé à une rencontre réelle. Ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons la justice qui reconnaît notre travail et la recevabilité des preuves. Mais ce qui est malheureux, à contrario, c'est que nous, ce qu'on demande depuis 1 an et demi, c'est une collaboration, c'est un travail ensemble. Et s'ils avaient collaboré, il y aurait eu un rendez-vous parce qu'il était évident que cet individu voulait rencontrer un enfant pour la toucher, pour la violer. La Team Moore aimerait que les autorités reconnaissent officiellement la rigueur de son travail et qu'elles acceptent de piéger les suspects lors des rendez-vous. Pourquoi le procureur de Dijon de l'époque a-t-il refusé? Selon Éric Matet, le profil de l'individu ne le justifiait pas. De fait, il s'agissait d'une personne qui n'a quasiment pas de casier judiciaire, pas d'autres victimes, et il était à peu près certain que le tribunal n'irait pas jusqu'à la peine d'emprisonnement maximum. Et ce petit inconvénient n'était, à mon avis, rien à côté des risques pour la procédure. Ce que craint le procureur par-dessus tout, dans ce genre de collaboration avec des citoyens sans culture judiciaire, c'est justement le vice de procédure. Il arrive assez fréquemment que des avocats de la défense soulèvent des nullités de procédure, donc je demande au tribunal d'annuler la procédure. En laissant une enquête se faire dans un cadre privé, il y a ce risque-là, et donc la meilleure façon de l'anticiper, c'est de déclencher le plus rapidement possible l'enquête de procédure pénale. C'est la raison pour laquelle nous l'avons fait. Malgré ses réticences, il reconnaît néanmoins l'utilité du collectif. Si les collectifs peuvent aider à identifier des pédophiles, c'est sans doute une bonne chose. La preuve, puisque il est probable que ce dossier-là n'ait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu le collectif. Mais il faut aussi poser clairement des limites et faire en sorte que rapidement ces dossiers-là soient judiciarisés.
Est-ce que vous les encouragez à continuer ce qu'ils font ? Je les encourage à porter les infractions dont ils ont connaissance, comme ils l'ont fait à Dijon, à la connaissance de la justice très rapidement pour que l'on puisse faire une enquête judiciaire sérieuse. Les collectifs de chasseurs de pédophiles français auront-ils bientôt le droit à un cadre juridique ? Les chances sont infimes. Le 15 juin dernier, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a clairement retoqué l'idée à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Je ne demande pas aux policiers ou aux magistrats d'être boulangers. Je leur demande d'être policiers et magistrats. Je pense que le risque est extraordinairement important parce que les policiers, les gendarmes, les magistrats qui s'occupent de cette question ont une déontologie. Ils l'ont apprise. Ils ont prêté serment. Ils sont au service de notre République. Je pense que chacun doit être à sa place et qu'il faut veiller à ce que nous ne permettions pas un certain nombre de dérives qui sont toujours possibles. Une fin de non-recevoir qui n'arrêtera pas le collectif. Depuis sa création il y a 3 ans, Neyla et ses équipes disent avoir fait condamner plus d'une vingtaine de pédocriminels en France et à l'étranger. Et justement, l'homme qu'ils ont interpellé dans le parc de Valenciennes a été jugé lui aussi. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme, un suivi socio-judiciaire, l'interdiction de travailler au contact de mineurs et l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Un mois plus tard, à Marseille, nous retrouvons Cédric et ses voisins. Plus que jamais, ils sont déterminés à mettre fin au vol dans leur parking. Faut que ça bouge, quoi, pas vrai? C'est ça. Dans tous les cas, on lâche rien. On ne lâche rien. On continue dans la lancée. Hein. Très bien. Notre lanceur d'alerte, hein, n'est-ce pas, Cédric? Ce jour-là... Et bonjour. Bonjour, ça va? Ils ont rendez-vous avec Lionel Royer-Perrault, maire du 9e et 10e arrondissement de Marseille. Il a été alerté des difficultés de plusieurs résidences du quartier. Cédric lui rappelle que lui et des habitants font des rondes toutes les nuits. On y passe nos nuits, on coordonne de la maison une patrouille avec des habitants. C'est un travail, c'est quasiment un... Voilà. Parce que finalement, ce que font mes administrés dans le cas présent, c'est presque des auxiliaires de police. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter sur le long terme. Et on est clairement dans un pays et dans un état de droit où la règle de base, c'est qu'on ne se fait pas justice soi-même. Voilà. Donc ça ne devrait pas exister. Et pour l'élu que je suis, c'est un échec. Un échec, mais le maire d'arrondissement révèle alors que la mobilisation des habitants a permis de démanteler un gang de trafiquants. Il y a eu quelques belles petites opérations de démantèlement de trafic ces dernières semaines quand même. Donc ça, c'est assez intéressant. Grâce aux 30 000 € payés par les copropriétaires pour installer des caméras, la police a pu identifier un voleur lors du pillage de véhicules. Plusieurs membres du réseau auraient été arrêtés. Ça a conduit quand même à l'incarcération d'un carrossier et des receleurs qui contribuaient à cela. C'était des équipes structurées, des professionnels de l'automobile qui passent commande et qui font leur marché, c'est-à-dire ils ont besoin d'un phare, ils ont besoin d'un pare-choc. Une procédure est en cours. Les autorités ont refusé de nous donner des détails sur cette enquête. Cédric et ses voisins, quant à eux, ne sont pas rassurés. Ils réclament des caméras dans la rue et plus de patrouilles de police. On ne va pas s'arrêter là, parce qu'au final, on va ressortir comme on est rentré. Hein. Je veux dire, il n'y aura pas de caméra d'ici demain, il n'y aura pas plus d'effectifs de police. Mais vous vous attendiez pas à ce que je vous dise ça non plus quand même. Je vous tiens le discours de vérité. Je ne vais pas vous annoncer des effectifs dont je ne décide pas le destin. Je ne vais pas vous annoncer des caméras dont je ne décide pas l'existence. Mais on ne va pas se mentir, on n'aura jamais des effectifs de police H24 dans la rue en question ou dans le quartier. Les pouvoirs du maire d'arrondissement sont limités. Allez, bye, à bientôt. À bientôt. Allez, merci, monsieur le maire. Le groupe de voisins reste prudent. Si les voitures ne sont plus désossées depuis quelques semaines, il y a encore du vandalisme. Zachary, lui, ne croit plus à une amélioration. Il a pris une décision radicale, il va déménager. Ça c'est bon.
Il construit sa maison sur ce terrain à quelques kilomètres de Marseille. On prépare pour la nouvelle vie, pour un nouveau départ, mieux respirer, se sentir libre sans être tout le temps en train de surveiller, faire des rondes. Il y a plus de sécurité ici. Il ne veut plus surveiller le parking, risquer l'irréparable s'il tombe sur un voleur. Écœuré, il préfère partir. Il n'y a pas de solution, la seule solution c'est de se barrer. Donc que ce soit plus paisible, que quand je me réveille le matin, que mon camion soit intact. Et voilà, que je puisse aller bosser comme tout le monde sans me faire cambrioler tous les 4 matins, quoi. C'est donc ici qu'il va s'installer avec sa femme et son fils. Pour la première fois depuis longtemps, le père de famille retrouve le sourire. Là, ici, ça va être la salle à manger, salon. Ce qu'on récupère, voilà, c'est ça. C'est la vue. Donc, c'est la partie où je vais squatter le plus possible dans cette maison. C'est d'avoir ma place ici et la vue de ce côté. Voilà. Ça sera bien dans le futur, c'est sûr. C'est l'avenir, voilà. S'il a correctement vendu son appartement et n'a pas perdu d'argent, face à l'insécurité, Zacharie a tout de même dû changer de vie. À Nantes, c'est l'heure du dénouement pour Élodie. L'agricultrice retrouve ses plus proches soutiens. Le collectif des éleveurs pillés, tous victimes de vols de moutons. Ils viennent entendre le verdict du procès d'un des voleurs des 13 brebis d'Élodie. Un jeune homme de 16 ans au moment des faits, qui avait été retrouvé grâce à l'ADN laissé sur une veste et une lampe torche. C'est un mineur, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Oui, déjà, il faut que le prévenu soit là, ce serait déjà bien. Et après une peine exemplaire, ce sera encore mieux. Ils vont savoir si la justice a pris la mesure du problème. À la sortie du tribunal, les éleveurs sont mitigés. Le juge a condamné le voleur à 8 mois de prison ferme. Pour un mineur, 8 mois ferme, c'est bien. Ça peut avoir un effet dissuasif, que ça les calme un peu. Mais le jeune homme a disparu. On ne sait pas où il est. Il va falloir qu'il soit retrouvé par chance ou qu'il fasse une connerie, quoi. À ce moment-là, ça va taper, mais... Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est parti? Est-ce que demain, il ne sera pas à nous voler chez nous? Rentrée chez elle, Élodie a pu savourer une accalmie. Mais 8 mois plus tard, une quinzaine de moutons ont disparu sur son exploitation, douchant les espoirs de l'éleveuse. Un mois s'est écoulé depuis que Solange s'est installée devant sa maison avec son camping-car. Finalement, elle est restée, car la police ne l'a pas verbalisée. Son locataire n'est toujours pas parti, mais les choses bougent. L'histoire de Solange a attiré l'attention de la presse. Elle a reçu du soutien qui pourrait bien changer la donne. Bonjour Solange. Bonjour Monsieur Vignal. Quand je m'étais engagé, je viens vous voir. Mais c'est gentil de venir me voir. Patrick Vignal, député de l'Hérault dans le département voisin, a été touché par son histoire et a promis de l'aider. Là, on n'a pas un locataire qui veut s'en sortir. On a un locataire qui profite. Et ça, c'est plus possible. Surtout qu'ils viennent d'apprendre que le locataire a bien obtenu un logement social comme il le réclamait, mais contre toute attente. Donc le logement serait trop petit à son goût. Il a donc refusé l'attribution. Un appartement tout neuf, avec 4 chambres, que son locataire a refusé, au motif qu'il n'avait pas de garage et serait trop petit. Je suis abasourdie. La société lui tend une main, il est en difficulté, il se permet de dire qu'il ne veut pas, pour des raisons qui sont plus que douteuses. Moi, perso, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Je ne comprends pas. Je le dis à la justice de mon pays et aux préfectures, ce n'est pas possible que cette personne reste encore dans le logement. Parce qu'il y a une solution de rechange. Le locataire doit partir. Le député est même allé à la rencontre du locataire quelques jours plus tard, sans caméra et sans Solange pour tenter de trouver une solution. Mais la médiation a échoué.
L'attente est interminable. 3 ans et demi d'impayés, le bail est terminé depuis le 1er février. Nous sommes le 31 mars. Le procès aura lieu le 3 mai. Verdict, fin juin. En attendant, elle doit rendre le camping-car. Elle va vivre chez son compagnon, mais le bras de fer continue. Je veux pas donner l'impression que j'abandonne le combat. Je l'abandonne pas, loin de là. C'est juste que je vais faire autre chose. Je vais continuer autrement. Mais je ne laisse pas tomber. Solange misait sur son coup d'éclat pour révéler la malhonnêteté de son locataire. Les élus l'ont entendu. Qu'en sera-t-il du tribunal ? 4 mois après la fin du bail, enfin, Solange a rendez-vous au palais de justice de Narbonne. Le juge doit décider si son locataire est expulsable. Solange appréhende. À la fin du premier bail en 2019, le magistrat avait autorisé le locataire à rester dans la maison. Je ne connais pas ce juge, j'espère qu'il est juste. C'est ce qu'on est en droit d'attendre de la justice, qu'elle soit juste. Mais bon, on verra. Nous ne sommes pas autorisés à filmer le procès. Le locataire n'a pas fait le déplacement. Il a changé d'avocat la veille. Le nouveau ne connaît pas le dossier, demande un report d'audience, refusé par le juge. L'avocate de Solange plaide la mauvaise foi du locataire qui n'a pas voulu d'un logement social. La décision est attendue dans 1 mois et demi. Mais Maître Pasek prévient. Même si Solange remporte le procès, le chemin est encore long. Une fois qu'on a la décision de justice, ça ne suffit pas pour que ce monsieur s'en aille. Il va falloir la faire exécuter. Et ça, c'est encore une autre étape. Donc ce n'est pas parce qu'on aura la décision le 28 juin, même si elle nous est favorable, qu'il partira le 28 juin. Donc elle peut espérer récupérer quand sa maison ? Je ne sais pas. Soit il s'en ira de lui-même, soit il attendra le dernier moment que les huissiers et la force publique le sortent du domicile. L'horloge tourne. La trêve hivernale commence le 1er novembre. Solange risque encore de perdre un temps précieux. Cinq mois plus tard, elle est en route pour sa maison de Coursan. La propriétaire a obtenu l'expulsion de son locataire. Les forces de l'ordre sont intervenues in extremis, 5 jours avant le début de l'hiver. Elle vient tout juste de récupérer les clés de sa maison. Là, je suis très heureuse. Je commence à être très émue. C'est l'aboutissement d'un combat qui a duré 4 ans. Si pour Solange, la victoire est belle, elle a quand même un goût amer. Car pour récupérer sa maison, elle a dû payer elle-même le déménagement de son locataire. Entre la procédure d'expulsion, donc les honoraires de l'huissier, le déménageur, le serrurier, le garde-meuble, 8 500 € pour me débarrasser d'un locataire qui me doit 4 ans de loyer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à avaler. Est-ce qu'il a résisté ? Non, pas d'opposition, pas de résistance. Une grande surprise parce qu'il ne s'y attendait pas. Les placards étaient pleins, les cartons n'étaient pas faits, les meubles n'étaient pas démontés et il a fallu tout faire. À Coursan, elle retrouve son fils Hugo et ses parents, Lucette et Georges. Ça y est, t'as eu les clés? Oui. Et voilà. Ça, c'est une victoire. Hein. Allez, tu vas ouvrir? Oui, je vais ouvrir. Après 4 ans de procédure, Solange peut enfin rentrer dans sa maison. Ah là là, qu'est-ce qu'on va trouver? Oui, ça a changé. Il doit y avoir des grenouilles. Hein. Il y a un bassin à grenouilles. Oh, local repris par la voie de justice, défense d'entrée sous peine de poursuite. Mais je peux parce que j'ai la clé. Donc je ne rentre pas par effraction. Grand moment. Ah ben... Alors moi, c'est pas ce que j'appelle une maison vide. Oui, moi non plus. Je lui paye un déménagement 5 étoiles et c'est pour avoir à jeter ça. Bon, on monte. Allez, on monte. C'est parti, hein. Ultime provocation. Le locataire a laissé des traces de son passage dans toutes les pièces. Un vieux bureau,
et un tas de détritus qui jonchent le sol. Je m'attendais à ce qu'elle soit vide, elle n'est pas vide, et il y a des effets personnels à lui. Je suis désolée, moi j'ai pas à ramasser ses chaussettes. De la saleté, mais aussi des dégradations, comme dans la salle de bain. Oh, mon Dieu, quelle honte, mais quelle honte. Mais le pire, c'est la cuisine. Oh, mon Dieu. C'est vandalisé, mais c'est pas possible un truc pareil. Mais c'est pas possible. Alors la porte, il manque... Ah oui, il manque des carreaux. Donc là, il faut tout refaire. Hein. Mais l'évier qui est cassé. Oh là là, l'état des prises, moi. Il y a les cafards. Hein. Il y a les cafards? Il y en a 2 morts là, par terre. Vous vous rendez compte de ce que ça va lui coûter pour remettre tout ça? Franchement. Alors il y doit 40 000 € et en plus il va falloir qu'elle banque pour remettre la maison en état. Non mais ça c'est un des... Dans notre pays, il n'y a pas de justice. Solange pense qu'elle en aura pour au moins 40 000 € de travaux. Une somme qu'elle n'a pas. Alors elle a créé une cagnotte en ligne. Pour faire appel à la générosité des gens qui seront touchés par mon histoire, j'espère que ce sera le cas. Est-ce que vous pensez que sans le camping-car, vous seriez dans votre maison ce soir? Non. Non, je serais en train de me dire qu'il va encore falloir attendre la fin de la trêve hivernale. Je serais peut-être même pas encore passée au tribunal. Enfin, non, j'y serais pas. Non, j'y serais pas. Je l'ai fait, mais est-ce que c'est normal qu'on soit obligé de se démener et de dépenser autant d'énergie, de temps et d'argent pour récupérer quelque chose qui m'appartient? Non, c'est pas un citoyen ordinaire de faire tout ça. De longs mois de rénovation attendent encore Solange. Mais ce soir, entourée de ses proches, elle savoure malgré tout sa victoire. Mais je suis très fière d'elle. C'est des larmes de joie, c'est vrai, parce que cette maison, il y a tellement de bons souvenirs dedans. Mais il y en aura d'autres. Hein. Et oui. Quand on l'aura rénové, il y en aura d'autres. Oui. Ça y est. Ça y est. On y est arrivé. On a réussi. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on était en face, ils devaient nous voir. Comme là, ils devaient voir le camping-car et nous dire « mais qu'est-ce qu'ils font là ?» Maintenant, je suis dans ma maison. Solange n'oubliera pas ce long combat. Elle sort de cette expérience désabusée par les lenteurs et incohérences du système judiciaire.